Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Voici les détails du journal. La tension a monté d'un cran ce jeudi aux abords de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince où les agents de l'ordre ont étouffé dans l'œuf la marche des étudiants pour réclamer justice en faveur du bâtonnier brutalement assassiné le 28 août dernier. Voulant se rendre à la résidence du défunt à Pellerin 5 pour y déposer une gerbe de fleurs, les jeunes ont fait face à l'opposition des agents du corps d'intervention et de maintien d'ordre, CIMO, qui ont réprimé leur mouvement à coups de gaz lacrymogène. Frustrés, les étudiants ont riposté avec des pierres et dressé des barricades de pneus enflammés sur la chaussée. Une voiture a été incendiée à la suite de ces protestations. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Les étudiants continuent de dénoncer les répressions des agents de l'ordre face à leurs revendications. Ils promettent de ne pas baisser les bras dans la lutte pour réclamer justice en faveur de leur professeur Montferrier d'Orval. Écoutons. Incriminer action assassinat ça, non seulement sous Montferrier d'Orval, avec Samuel Michael et avec toutes les victimes quartier populaire, mais ça, apparemment, dans l'action où Montferrier dit là, il dit que, moun dans le pays, personne moun pas doit jamais faire rien, mais pour dire non, nous pas d'accord. Des bousés, dit pas d'accord. Des bousés, dit ou va tuer moun, mais la police a tiré balle sur vous, il y a bon gaz kounya. Et ça, message ça dit, non seulement la vie moun pas, système non, pas les moun incriminer meurtre yo sécurisé tout. Moun ka fait yo. Nous avons fait une sécurité moun ka fait yo et tout le monde contre ça yo goumé contre yo. Donc ça li dur. Nous pas d'accord. Nous pas d'accord pour mourir comme ça. Nous pas d'accord pour tuer moun comme ça. Nous pas d'accord. Nous pas d'accord. Nous pas d'accord. Les responsables du Collège canado-haïtien condamnent l'attaque perpétrée contre l'enceinte de l'institution le mercredi 9 septembre lors des mouvements de protestation des écoliers des établissements publics. Si aucune victime n'est à déplorer, mais des dégâts matériels par contre ont été enregistrés au niveau du bâtiment lors de cette attaque. Selon une note du collège, la direction du CCH en vue d'évaluer ces dégâts matériels a annoncé la suspension de ses activités jusqu'au lundi 14 septembre, rappelant que les écoles doivent être des espaces de protection pour les enfants et les jeunes, a informé le frère Nelson Augustin, directeur du collège, dans une note rendue publique le mercredi 9 septembre. Soulignons que les élèves des établissements publics ont été à nouveau dans les rues ce jeudi 10 septembre pour continuer d'exiger la présence des enseignants dans les salles de classe. Toujours pas de réaction de l'exécutif par rapport à cette situation qui met pratiquement face à face les élèves des établissements publics et ceux du privé. De son côté, l'ancien responsable d'observation de la Commission épiscopale Justice et Paix qualifie de manœuvre politicienne la montée de l'insécurité dans le pays, particulièrement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Il dénonce les attaques orchestrées contre les citoyens dans les différents quartiers de Port-au-Prince. Jean-Bernard Marcelin. Nous dénonçons massacre qui continue à faire dans la zone métropolitaine. Nous avons ça a passé Boucline, ça a passé Bélécou, ça a passé Belay, ça a passé Carrefour de Salines dans l'aviation, ça a passé Tokyo. Nous continuons de dénoncer le massacre fait dans la zone métropolitaine. Deuxièmement, nous posons question sur éventuelle sur alliance qui gagne en groupe Genève en famille. Nous dit c'est un soufflette pour la démocratie dans le pays. Les nous quitter, c'est le groupe Negaxam qui décide qu'il est pour la population si qu'il est libéré dans le pays. Nous disons que c'est l'État qui doit prendre l'État. Ce n'est pas le groupe Negaxam qui vous dit qu'il est pour la population si qu'il est. C'est vrai, Alliance Genève en famille, avec Alliance ça, route Matissan débloquée, Montbréal débloquée, 5e à 4e avenue débloquée, corridor Côte d'Or débloqué, bicentenaire boulevard Tout-le-Monde débloqué. Mais nous dit qui ça l'État dit dans ça? Est-ce que l'État la pays nommé groupe Negaxam qui pour CEO qui pour diriger pays? Nous questionner ça dans rapport et nous inviter société civile là. Nous inviter la presse en général, nous inviter population pour lui voyager sous ça. Donc violence ça qui a fait dans cette commune dans la zone métropolitaine non, c'est pas une violence qui est innocente, c'est une violence qui gagne gros bois politique
économico-financier d'elle et nous dit bras économique et finance violence à gagner li pas doit faire population bas pour pas dénoncer les actes de violence qui a fait tout le temps. Autre point ce journal, l'Association des volontaires pour la démocratie AVD, avec le support du programme des Nations Unies pour le développement, a organisé ce jeudi 10 septembre un congrès autour des objectifs de développement durable à l'intention des jeunes. Jeunes, quel engagement pour les ODD au cours de la période post-Covid-19 a été le thème de cette activité. Une occasion pour le président de l'AVD, Carlin Jean-Michel, de faire ressortir la nécessité pour Haïti de s'efforcer en vue d'atteindre les objectifs de développement durable, lesquels portant notamment sur l'éducation et l'économie. Carla Michel, au micro de Wesley Jean-Baptiste et Joseph-Philippe François. Ces initiatives doivent être poursuivies afin d'impliquer beaucoup plus de jeunes dans la mise en œuvre des ODD en Haïti. Car autant que nous nous approchons de la réalisation des ODD, c'est autant que nous améliorons les conditions de vie de la population. Dans une autre phase, cette expérience nous montre qu'il est extrêmement important de développer des outils de plaidoyer auprès des institutions publiques afin de les contraindre à établir, à monter des budgets qui prennent en compte les ODD. Il y a tellement urgence pour que les initiatives de ce genre se poursuivent. AVD, en partenariat avec le PNUD, va lancer dans les prochaines heures, au cours de ce congrès, les clubs des volontaires pour les ODD qui sont au nombre de 7 et qui vont travailler sur des objectifs spécifiques couvrant les 17 objectifs. Je dois vous dire que les 12 mois d'implémentation de cette campagne ont été pour nous au niveau de l'AVD, comme je viens de le dire, une expérience enrichissante. Elle nous a permis de découvrir la situation réelle des jeunes dans leur communauté. Nous les avons côtoyés durant cette année, nous les avons écoutés, nous les avons compris. Et nous concluons que nous faisons peu de cas du seul potentiel réel du pays, la jeunesse. Dans les régions, nous avons découvert une jeunesse dynamique et en quête de nouvelles connaissances, et elle est prête à mettre la main dans la pâte pour aider à changer. Dans part à cette activité, le secrétaire d'État à la jeunesse, Charles Jacquelin Junior, a plaidé en faveur d'un véritable engagement des acteurs de la société civile ainsi que les politiques en vue d'aider le pays à atteindre les ODD d'ici 2030. Charles Jacquelin. 2030, c'est demain. 10 ans. C'est assez long, mais je peux vous garantir, ça passe très vite quand on ne fait rien de bon. Ça passe encore plus vite quand on chamaille et qu'on se laisse plonger dans des conflits fratricides sans aucun fondement véritable. Pour l'atteinte ne serait-ce que partiellement des objectifs de développement durable, il faut des engagements. Il faut un travail continu entre la société civile et les décideurs politiques. Il faudrait bien qu'ils commencent à être réellement des décideurs politiques à tous les niveaux dignes de ce nom. Sinon, on aura attendu 10 ans pour que les objectifs changent au niveau des Nations Unies, changent d'appellation, pour que nous autres en Haïti, comme des automates, emboîtons le pas, mais sans évaluer à chaque fois les raisons qui font que nous cessons de passer à côté de si grands et si nobles idéaux. Chers jeunes, mes chers amis, loin de moi l'idée de peindre un tableau sombre d'Haïti dans le cadre de ce congrès sur les ODD. Loin de moi l'idée de vous dire que c'est impossible. Je veux simplement que vous sachiez, en vrais hommes et femmes responsables, pour y arriver, il faut qu'on fasse des activités, mais il faut bien plus que cela. Il faut s'engager à fond dans tous les domaines pour avoir les bons dirigeants qui soient à la fois animés par la passion de l'intérêt général, mais qui soient capables aussi de faire bouger les lignes dans le sens du bien commun. Nous sommes à la deuxième partie du journal. Bienvenue.
Comme je l'avais annoncé, nous sommes à l'étranger. Donald Trump reconnaît avoir minimisé la COVID-19 pour ne pas créer de panique. Un aveu renversant de Donald Trump. Le journaliste chevronné Bob Woodward a publié mercredi 9 septembre l'enregistrement d'une interview qu'il a réalisée en mars avec le président américain quelques semaines avant le début de la pandémie de COVID-19. J'ai voulu toujours la minimiser, expliquait le président dans un échange téléphonique avec Bob Woodward le 19 mars, retranscrit dans un ouvrage intitulé « Rage ». Je veux toujours la minimiser parce que je ne veux pas créer de panique, ajoutait-il. Des semaines plus tôt, le 7 février, Donald Trump expliquait au même journaliste combien la COVID-19 était un truc mortel. Le livre qui doit sortir le 15 septembre s'appuie en particulier sur un total de 18 interviews accordées à Bob Woodward entre décembre 2019 et juillet 2020, enregistrées avec l'accord de Donald Trump, interrogé sur ses propos du président. Sa porte-parole, Kaylight McEnany, a défendu sa gestion de la pandémie et sa communication sur cette dernière. Le président n'a jamais menti aux Américains sur la COVID-19, avait-elle affirmé lors de son point de presse quotidien. Le président a fait preuve de calme, a-t-elle ajouté. Toujours à l'étranger, au Liban, on pourrait parler de malédiction. Un nouvel incendie, et pas des moindres, continue de ravager ce qui reste du port de Beyrouth. Un peu plus d'un mois seulement après la gigantesque et meurtrière explosion qui avait traumatisé les habitants de la capitale du Liban, plusieurs quartiers riverains ont dû être évacués en urgence jeudi. La Croix-Rouge sur place a indiqué qu'au moins une personne avait été blessée par suffocation. Le feu qui s'est déclaré jeudi à la mi-journée au milieu de la zone franche portuaire n'était toujours pas éteint en soirée, malgré les efforts soumis pendant des heures par la défense civile et l'armée. Les flammes ont jailli d'un entrepôt où étaient stockés des bidons d'huile, de moteurs et des roues de voitures. Une information donnée par les militaires. Le cauchemar s'est renouvelé. De hautes colonnes de fumée noire ont obscurci le ciel de Beyrouth tout au long de la journée. Les raisons qui peuvent expliquer le départ de feu sont encore très incertaines. Le directeur par intérim du port, Bassem Al-Kaissi, s'est exprimé brièvement sur une chaîne de télévision locale. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com. Vous pouvez également télécharger l'application Radio-Télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore nous suivre sur la chaîne 54 Télé Haïti. Au revoir.